Les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo en direct d'Afrique du Sud à Johannesburg. Je vais te montrer tout de suite la vue du dernier étage de l'hôtel qui est plutôt sympathique, en tout cas dégagé. Et voilà, en direct d'Afrique du Sud, je vais plutôt te partager 6 leçons sur l'investissement dans les actions à dividendes issues de ma propre expérience. Puisque si tu ne me connais pas, je m'appelle Raphaël Cartenier et j'ai investi 1,5 million d'euros dans les actions à dividendes sur le marché américain. Donc vraiment des actions qui vont me verser des dividendes. L'objectif est d'aller récupérer ce cash flow positif chaque mois et de faire grossir ce flux de revenus à travers les dividendes. Donc je vais te partager avec toi 6 leçons. Je vais t'en faire une dans un endroit différent de cet hôtel, histoire que ça te stimule un petit peu, que ce ne soit pas ennuyeux. Et je commence tout de suite avec la première leçon. La première leçon, c'est de se dire que investir sur le long terme, c'est simple, mais c'est pas facile. Qu'est-ce que ça veut dire? Avec les actions à dividendes, l'objectif, c'est évidemment d'avoir une vision long terme. On n'est pas là vraiment pour faire du trading et de se dire que dans 3 heures, dans 15 jours, dans 3 mois et même dans 3 ans, nous allons revendre nos actions. L'approche, en tout cas celle que j'ai, c'est de me dire, j'achète une action, j'ai fait une analyse fondamentale et cette action, je vais la conserver idéalement ad vitam aeternam, toute ma vie, jusqu'à la mort, parce que elle a un bon bilan comptable, elle est solide fondamentalement parlant et j'estime que ces dividendes vont être versés tout au long de ma vie et même vont être croissants et réguliers. C'est vraiment quelque chose que je recherche, que le dividende soit croissant et régulier. Donc vraiment la vision, c'est d'être très long terme et en fait c'est très simple. Si je te dis il faut être long terme, tu vas peut-être me dire oui Raph, c'est très bien dans l'investissement, il faut être long terme en effet. Et pourtant c'est pas facile parce que on a aujourd'hui énormément de tentations pour revendre nos actions à la moindre entre guillemets nouvelle et au moindre petit, on va dire, petit coup de tonnerre sur les marchés, dans les news, dans l'économie, dans la macroéconomie, dans la politique ou ce que tu veux. Et en fait, d'avoir des cotations continues, c'est même presque un piège parce qu'en bourse, chaque seconde, toutes les 15 secondes, tu as la cotation qui est mise à jour et tu peux te dire merde, aujourd'hui j'ai fait moins 2%, j'ai fait moins 10% sur le mois, peut-être que je revende. Tu es tenté de potentiellement arbitrer et on le voit souvent des gens qui arbitrent, notamment quand il y a des grosses plus-values. On en parlera un peu plus tard. Et c'est un piège parce que si l'entreprise est toujours aussi bonne fondamentalement parlant et qu'elle verse toujours ses dividendes, pourquoi revendre? Ce que je dis d'ailleurs à mes clients qui investissent à mes côtés en startup. Je leur dis, voilà, les startups, les gars, c'est illiquide. On ne peut pas revendre cette participation quand on le souhaite. Mais voyez ça comme un avantage. Parce qu'en bourse, c'est un désavantage, selon moi, que de pouvoir revendre à tout moment parce qu'on est tenté de faire des arbitrages et donc potentiellement des bêtises. Plus on prend de décisions et plus on prend le risque de faire des erreurs. En startup, finalement, tu peux rien faire. Donc, tu as juste à prendre ta participation et puis attendre, laisser la startup travailler. Donc, c'est pour ça que je dis que investir sur le long terme, c'est simple à comprendre, mais c'est pas facile à faire. Ok, psychologiquement, parlant, on est toujours tenté de se dire peut-être que je devrais revendre et même peut-être racheter. Ça, c'est encore un autre débat, mais on est tenté d'intervenir dans ce portefeuille. Donc, on a vu la première leçon, avoir de la patience et ne rien faire, en tout cas le moins possible une fois qu'on a acheté ses actions. On se retrouve sur la terrasse. Deuxième leçon, c'est de se dire que le cours peut mentir, mais pas les dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression que quand le cours d'une action descend, que les choses vont forcément mal et que l'inverse, quand le cours d'une action monte, les choses vont forcément bien pour l'entreprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deux choses ne sont pas du tout, mais alors pas du tout corrélées. C'est-à-dire que le cours d'une action peut monter sur de la simple spéculation alors que l'entreprise ne va pas bien. Alors, les investisseurs estiment que potentiellement plus tard les choses iront mieux. Tout comme le cours d'une action peut baisser parce que les investisseurs estiment que les choses ne vont pas bien, alors que finalement ce qui se passe dans l'entreprise est tout à fait normal, c'est relativement sain. C'est simplement que les bénéfices du trimestre dernier annoncés et publiés ont été un peu moins bons que les attentes et du coup les investisseurs peuvent potentiellement paniquer. Donc ce que je veux dire par là, c'est que le cours peut mentir, mais les actions, mais les dividendes non. C'est que les dividendes, c'est un vrai flux de trésorerie, c'est-à-dire que tu ne peux pas verser un dividende à tes actionnaires si tu n'as pas gagné d'argent, si tu n'as pas fait de bénéfices. Le cours de l'action, finalement, c'est relativement secondaire, c'est presque, je ne vais pas me dire non essentiel, mais dans un but de dividende tel que nous on le recherche finalement, le cours de l'action c'est secondaire clairement en fait, parce que nous on veut être certain que l'entreprise a les capacités financières de pouvoir nous verser un dividende, parce qu'encore une fois, s'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a pas de dividende. Alors il y a des entreprises qui s'endettent pour verser des dividendes à leurs actionnaires. Là évidemment on le voit relativement rapidement dans le bilan comptable et ça fait très peur, il faut partir très loin. Mais l'idée c'est de se dire que voilà, si le dividende n'est pas versé, c'est parce qu'il n'y a pas de bénéfice ou qu'on a la crainte que l'entreprise a besoin de garder ses bénéfices pour maintenir la tête sous l'eau ou des choses qui ne sont pas terribles. Donc c'est pour ça que moi j'aime beaucoup aller voir les entreprises qui ont un dividende croissant et régulier depuis longtemps avec une conservation d'un payout ratio relativement safe, c'est-à-dire le pourcentage de bénéfices versés sous forme de dividende, de façon à faire en sorte que l'entreprise puisse continuer finalement
de croître mon dividende pendant encore 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 5 ans, aussi longtemps finalement que je suis vivant. Donc les dividendes, c'est du vrai argent. On se fout du cours. Les dividendes, c'est vraiment beaucoup moins volatile que le cours de bourse, parce que le cours de bourse, c'est la perception des investisseurs, les sentiments des investisseurs, la réactivité des investisseurs. Les dividendes, c'est du concret. Donc deuxième leçon, focus sur la qualité et la solidité du dividende. Le cours de bourse, ça monte, ça descend, il y a de la volatilité, il n'y en a pas, c'est pas très grave. Les amis, on se retrouve pour la troisième leçon sur la terrasse, enfin à côté de la piscine, juste derrière moi, pour te parler encore une fois du long terme. Long terme ne veut pas dire ignorance, c'est la leçon à retenir. Je t'ai dit dans la première leçon que être long terme était extrêmement important. C'est pas pour autant qu'il faut se mettre des œillères et ignorer tout ce qui se passe sur les marchés, notamment vis-à-vis de son portefeuille et de ses actions. Il faut savoir reconnaître parfois avoir soit fait une erreur, soit accepter finalement qu'une entreprise, je me fais agresser, qu'une entreprise vive des événements un petit peu délicats parfois. Encore une fois, une entreprise, c'est quelque chose qui vit des bons moments, qui vit des moins bons moments et parfois qui peuvent mettre en péril la santé financière de ses dividendes pour nous en tant qu'investisseurs, en tant qu'actionnaires. Donc, n'ayez pas des œillères, c'est-à-dire qu'il ne faut pas conserver ses positions, ses actions aussi longtemps que possible simplement pour atteindre un record. Non, non, si vraiment l'entreprise ne va pas bien et qu'on sent que le dividende ne pourra plus être versé ou qu'il n'est déjà plus versé ou qu'il a été stagné ou qu'il a même été réduit, eh bien c'est peut-être le moment de prendre des mesures avant que le cours de l'action en pâtisse, parce que généralement une action qui verse un dividende plus inférieur que celui qui a été versé auparavant, c'est évidemment pas bon signe et généralement les investisseurs détestent ça et le cours de l'action prend généralement une très grosse claque très rapidement. Donc il faut savoir surveiller de temps en temps quand même les bilans comptables de ces entreprises pour vérifier que la tendance soit quand même sur une bonne trajectoire de croissance des bénéfices, du chiffre d'affaires, de la marge ou voilà, des indicateurs qui te plaisent à toi, mais en tout cas vérifier que le dividende va pouvoir être maintenu et idéalement augmenté, parce qu'on n'est pas là pour maintenir son dividende, on est là pour augmenter ses revenus. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'inflation qui vient grignoter ton pouvoir d'achat année après année. J'espère que tu m'entends bien avec le vent. Donc il faut ne pas maintenir seulement son revenu, mais l'augmenter pour dépasser l'inflation et évidemment dépasser même l'inflation pour gagner plus d'argent. Ok ? Donc généralement ce qui fait que une entreprise ne verse plus de dividendes ou le réduit, etc. C'est que les bénéfices ne suivent plus, parce que l'avantage compétitif est en train de s'effacer, parce que la concurrence est trop forte, parce que l'environnement macroéconomique n'est pas bon, parce que le marché sur lequel l'entreprise exécute ses produits, ses services n'est plus aussi porteur ou présente des difficultés, je sais pas, des guerres ou il peut se passer plein de choses. Donc toujours bien surveiller tout ça. Alors heureusement c'est un événement qui est très rare. Moi ça m'arrive très rarement de me débarrasser d'une position parce que j'investis dans des mastodontes de leur secteur qui ont des présences internationales. Donc généralement c'est quand même très dur d'aller détruire un aussi gros mastodonte que ça. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se sentir invincible et ne pas surveiller ses positions en portefeuille. Ok, donc troisième leçon, ne veut pas dire long terme ne veut pas dire ignorance. Je vous retrouve pour la quatrième leçon dans la salle de restaurant, puisque dehors il y avait quand même un peu trop de vent je pense à mon goût. Donc voilà, quatrième leçon, comprenez ce que vous achetez. Ça paraît tellement simple, mais je vois tellement de gens acheter des entreprises qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent même pas ce qu'elles font ou ils ne savent même pas sur quel marché elles opèrent. Ça me paraît totalement ahurissant, mais pourtant c'est la réalité. Ne vous fiez pas simplement qu'à une rentabilité, qu'à ce qu'on vous a dit sur un forum ou dans une discussion. Voilà, il y a aujourd'hui beaucoup d'articles qui vont vous dire achetez cette entreprise parce qu'elle est très bien. Non, ça marche pas comme ça malheureusement à la bourse, c'est pas aussi simple que ça. Et voilà, il faut comprendre ce que vous achetez, sinon c'est le meilleur moyen de faire des arbitrages qui vont ne pas du tout aller dans votre sens et c'est évidemment pas ce qu'on veut faire. Si je vous parle de, je sais pas, McDo, Coca-Cola, vous allez évidemment comprendre très rapidement ce qui va se passer au sein de l'entreprise, ce qu'elle vend, ce qu'elle commercialise. Vous allez la retrouver à tous les coins de rue, dans tous les restaurants tels que celui-ci, ou dans les cafés, les bars, les boîtes de nuit, tous les établissements. Et vous comprenez très facilement quel est le business model d'un Coca-Cola ou d'un McDo. Alors qu'à l'opposé, si je vous parle de, je sais pas, Aflac ou de Medtronic, je sais pas, par exemple, parmi plein d'autres, il y a des centaines, mais voire même des milliers en fait d'entreprises qui sont cotées en bourse. Et bien, est-ce que vous savez vraiment ce que ça fait en tant que cœur d'activité? Probablement que non, et c'est extrêmement important parce que si l'entreprise va mal en bourse, c'est beaucoup plus simple de conserver un titre qu'on comprend et qu'on connaît qu'un titre qu'on ne connaît pas. Si demain Coca-Cola fait, je sais pas, moins 20% en bourse, est-ce que vous allez vous dire que Coca-Cola est en train de faire faillite? Évidemment que non. Dans tous les restaurants et les bars du monde entier, Coca-Cola continuera de vendre des eaux, des jus, du thé, du café, des boissons énergisantes pour les sportifs, parce que oui, Coca-Cola c'est ça, c'est une holding, c'est une multinationale qui est présente dans toutes les boissons possibles et inimaginables. Ici même en Afrique du Sud, si je regarde une bouteille d'eau, il y a de fortes
fortes chances que l'entreprise locale soit détenue par Coca-Cola. Donc c'est beaucoup plus simple de conserver une action quand elle fait moins 20% et quand on comprend quel est son cœur d'activité que de conserver une action qui prend moins 20% et pour laquelle on ne sait même pas ce qu'elle fait, on ne comprend pas vraiment le business model, on ne sait pas pourquoi ça a baissé de moins 20%, etc. etc. Ok. Donc voilà, pareil pour McDo, ça prend moins 20% demain parce qu'il y a une crise, il y a une récession. Est-ce que McDo va arrêter de nourrir des millions et des millions de personnes tous les jours en vendant des Big Mac, des nuggets et je ne sais quoi d'autre? Évidemment que non. Donc c'est beaucoup plus simple de traverser cette crise. Donc voilà pour la 4e leçon. Alors on a simplement changé de table pour la 5e leçon. On est mis à l'intérieur du restaurant, mis à l'extérieur sur la terrasse. On est bien ici, il fait très bon. La 5e leçon, c'est quoi? Ne vendez pas pour des micro-values. Je vois beaucoup de gens me dire parfois, bon, j'ai fait un arbitrage sur une position, j'ai pas tout revendu, j'ai simplement revendu la moitié, ou j'ai fait 6, 20%, 30% pour remettre sur une autre position parce que j'estimais que la plus-value, elle était trop élevée et bah, je sais pas, ça me gênait, j'avais envie de récupérer ce cash pour mettre sur autre chose. Non, que ce soit une micro ou même une grosse plus-value, en fait, pour moi, ça sert à rien de revendre tant que le fondamental il est ok. Décidément tous les serveurs veulent venir me servir quelque chose, donc voilà, tant que le fondamental il est bon, en fait finalement à quoi ça sert de revendre une position puisque ça va enchaîner, ça va entraîner pardon des problèmes de fiscalité, de comptabilité et surtout de cash encore à redéployer parce qu'aujourd'hui voilà, il faut déployer son cash, garder son cash, ça ne sert à rien et donc moi j'ai tout sauf envie de récupérer du cash finalement parce que c'est un travail que de devoir le redéployer ailleurs et ça me fait du travail en plus que d'arbitrer, en plus de devoir potentiellement payer une compta, enfin une fiscalité et potentiellement de la comptabilité également derrière si besoin. Donc ne vendez pas, c'est-à-dire que ce soit 10% de plus-value, 20% de plus-value, 80%, moi j'ai des actions à 80%, même 160, 180% de plus-value, j'en suis extrêmement content et jamais je ne revendrai. J'ai des dizaines et des dizaines de milliers de dollars de plus-value sur des actions, je garde parce que en fait j'estime avoir bien fait mon travail, c'est-à-dire que l'entreprise elle est toujours aussi bonne d'un point de vue fondamental, l'entreprise continue de verser un dividende qui est en constante croissance année après année, trimestre après trimestre et en plus de ça j'ai une plus-value papier latente matérialisée, voilà, pas matérialisée mais qui est papier de 100%, 150%, 160%. Donc j'ai bien fait mon travail, c'est-à-dire que j'ai fait travailler mon capital à la fois sur de la plus-value qui a été générée, qui est latente mais qui a été générée et en plus j'ai du dividende, donc du cash flow positif qui tombe tous les trimestres à travers cette position. Donc j'ai bien fait mon travail. Parce que voilà, retenez encore une fois une chose, c'est que le plus gros de votre argent ne sera pas fait à travers les plus-values. Ça peut paraître contre-intuitif pour beaucoup de personnes, mais dans les actions à dividendes et dans la bourse en général, sur un indice, si tu regardes beaucoup d'études, la majeure partie de la performance d'un indice est générée à travers les dividendes. On estime que c'est généralement entre 50 et 60%. Et donc seulement 40 à 50% de la performance d'un indice est générée à travers les plus-values. Donc tu vois, la puissance des dividendes dans un indice est généralement sous-considérée alors que c'est elle qui génère la plus grosse performance de l'indice. Et en fait c'est normal, c'est parce qu'au tout début de tes investissements, c'est en effet potentiellement les plus-values qui vont prendre le dessus sur la performance totale de ton portefeuille. Mais plus ton portefeuille a de l'ancienneté et plus il est ancien et plus les dividendes vont prendre le dessus parce qu'ils vont venir cannibaliser dans un bon sens et évidemment la performance de ton portefeuille avec des dividendes qui vont être croissants et réguliers, réinvestis dans de nouvelles actions. Et ça, c'est comme ça que tu vas gagner le plus d'argent. Donc en conclusion, ne vendez pas pour des micro-values, ça vous génère de la fiscale, du travail supplémentaire et il n'y a aucun intérêt si le fondamental de l'entreprise n'a pas changé. Et pour la 6e leçon, on se retrouve dans le lounge de l'hôtel, qui est la dernière leçon. Ne surréagissez jamais. C'est tellement facile. Malheureusement, c'est tellement facile en fait de surréagir aujourd'hui avec tout l'environnement qu'on nous propose dans les médias, les journaux et ce que tu veux. Et la volatilité des marchés qui est relativement quand même importante en 2022, 2021, 2020. On a vu quand même beaucoup de choses se passer dans le monde, malheureusement assez négatives. Et ça a entraîné beaucoup de volatilité pour l'économie et les marchés financiers in fine. Et en fait, surréagir, c'est là où vraiment vous faites les plus grosses erreurs. Parce que en fait, si tu regardes ce qui s'est passé en 2020 avec la pandémie, il y a des gens qui ont vendu mais au plus bas de l'indice de S&P 500 à des gens qui ont évidemment en face acheté. Encore une fois, quand tu vends tes actions, il y a quelqu'un qui en face achète. Donc il y a quelqu'un qui estime faire un bon choix au moment où il vend et il y a quelqu'un qui estime faire un bon choix au moment où il achète. Et le mec, enfin en tout cas les mecs qui ont acheté en 2020 au moment où tout le monde revendait ses actions parce que le marché avait corrigé mais d'une force, eh bien ils se sont gavés et en fait ils ont pris de façon injuste les actions à des gens qui ont surréagi et qui ont paniqué et qui se sont dit c'est la fin du monde, la pandémie va tous nous tuer, l'économie va être paralysée ou tout ce que tu veux. Et je suis pas en train de juger ce raisonnement parce que évidemment ça faisait peur à tout le monde quand c'est sorti cette pandémie, on ne savait pas vers quoi on allait, mais c'est injuste parce que ces gens-là ont surréagi
et se sont débarrassés de leurs actions au détriment de beaucoup d'argent, puisqu'après on a vu ce qui s'est passé avec les cours et les gens qui ont acheté, eh bien à ce moment-là en 2020, qui ont l'audace de se dire moi peu importe ce qui se passe avec cette pandémie, j'achète, je suis acheteur, se sont fait énormément d'argent. Donc faites attention à ça, parce que les médias ne manqueront pas de vous relayer les informations autour d'une guerre, d'une pandémie, d'un changement de taux d'intérêt, qu'est-ce que j'ai noté d'autre, de sanctions, on l'a vu avec la Russie et l'Ukraine, l'expiration d'un brevet pour une société pharmaceutique, des sociétés qui font moins de bénéfices que prévu. Ils vont tout le temps essayer de vous faire paniquer pour de multiples raisons, alors que la réalité, elle est souvent beaucoup moins sombre que ce que vous disent les médias. On ne va pas parler des médias et de leur potentiel intérêt, mais comprenez une seule chose, la conclusion, c'est que ce ne sont pas vos amis. Les médias ne sont pas là pour vous enrichir, ils sont là pour eux d'abord gagner de l'argent avant vous et peut-être d'autres choses, mais là n'est pas le sujet. Donc, n'ayez pas cette tendance à surréagir et à faire des mouvements, parce qu'encore une fois, vous pouvez regarder ce qui se passe dans les médias, mais ne vous dites pas « Ah, je dois à tout prix revendre tout mon portefeuille parce que là, c'est sûr, ça va mal se passer. » Tu sais, il y a des gens qui essayent d'anticiper, qui se disent « Là, je revends tout, je suis cash et je rachète dans 6 mois à moins 20% l'indice. » Mais non, tu ne sais pas ce qui va se passer. Même si ça te paraît évident que l'indice va corriger parce qu'on va dans un sens qui paraît pas bon pour le monde entier ou pour une économie, eh bien, tu ne sais pas ce qui peut se passer. Il peut y avoir des rebondissements qui sont juste énormes et on l'a vu plus d'une fois dans le passé. Donc, fais très attention à ça. Encore une fois, on revient à la leçon numéro 1 qui était d'avoir une vision long terme, parce que c'est vraiment en fait ton plus gros avantage compétitif que d'avoir une vision long terme. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais simplement en fait te partager la citation de Warren Buffett. On en revient encore une fois et toujours au bon vieux tonton Warren, mais il a tellement raison. Il a dit, Warren Buffett, dans le 20e siècle, je te la lis devant toi, je te la traduis en direct en français. Au cours du 20e siècle, donc dans les années 1900, les États-Unis ont vu 2 guerres mondiales et d'autres dépenses militaires et traumatisantes, enfin des conflits militaires très coûteux et traumatisants, je vais te la faire bien en français. On a vu la Grande Dépression donc de 1929, la crise économique de 1929, on a vu une douzaine de récessions et de paniques financières, on a vu des chocs pétroliers, on a vu une épidémie de grippe, on a vu la résignation du président Nixon et pourtant le Dow Jones a grimpé de 66 points à 11 497 points. Donc je ne sais pas si ça te parle, c'est juste énorme. La conclusion de Warren Buffett, ça veut dire quoi? C'est que peu importe ce qui se passe dans l'économie, finalement, on voit bien que les entreprises continuent de produire des produits, des services, de vendre, de faire des bénéfices et donc de pouvoir verser des dividendes et de générer de la croissance, même si dans tout un siècle, finalement, il y a quand même des périodes de turbulence telles que des guerres, des chocs pétroliers, des pandémies ou tout ce que tu veux d'autre. Ok? Donc, la conclusion de cette vidéo, de ces 6 leçons, c'est de se dire que voilà, achetez des actions comme si vous n'alliez jamais les revendre. C'est vraiment l'approche que vous devez avoir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les médias ne vous parlent jamais de stratégie d'investissement long terme, c'est que ça n'est pas du tout dans leur intérêt, puisque leur intérêt à eux, en tout cas de toute l'économie financière, telle que les courtiers, les magazines, etc., c'est de vous faire passer un maximum d'ordre, parce que c'est comme ça que ces gens-là vont être rémunérés, notamment les courtiers sur tous les passages d'ordre que vous allez faire, mais également les magazines financiers qui vont pouvoir faire des titres accrocheurs avec, par exemple, ce trader nous a fait un coup du siècle à 5000%, ou ce trader est devenu millionnaire, ou ce trader a également tout perdu, parce que les médias n'hésitent pas non plus à vous partager les histoires les plus sombres de scandales, de suicides, de manipulation financière, de délits d'initiés, bref, ça fait vendre en fait tout ça. Donc il faut comprendre qu'il y a toute une industrie financière, alors que si vous dites à ces médias, bah non, moi je suis long terme, j'investis dans des actions que je garde à vie, j'encaisse les dividendes et je ne touche jamais à mon portefeuille. C'est ennuyeux, ça n'intéresse pas les gens, aussi bien les médias, aussi bien les courtiers, mais aussi bien vous, parce qu'il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui regardent ces vidéos, qui veulent de l'activité dans leurs investissements, qui s'ennuient et qui n'acceptent pas l'idée de ne rien faire ou qui n'acceptent pas l'idée d'un enrichissement progressif, lent, mais quasiment, je dis bien quasiment garanti. Encore une fois, je ne vais pas m'attirer les foudres des professionnels ou de l'AMF, mais voilà. Donc, voilà, c'était simplement ça, les 6 petites leçons que je voulais vous partager, issues de mon expérience d'investisseur, d'avoir investi plus de 500 000 € dans les actions à dividendes depuis maintenant plusieurs années. Moi, je vois très clairement la tendance sur le long terme. Mes dividendes ne font qu'augmenter, mon portefeuille se solidifie, on a des plus-values qui se matérialisent, qui sont extrêmement intéressantes. On a des yield on cost, des rentabilités sur prix de revient qui sont vraiment excellents. Donc voilà, moi j'ai aucune raison de ne pas continuer cette stratégie et je me vois déjà encore la continuer pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans en fait, jusqu'à ce que je meure. Donc voilà les amis, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez cette vidéo à vos amis investisseurs, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Bref, tout le tintouin, tu connais déjà. Et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.